Bonsoir à tous, c'est votre moment de démarrer un peu notre conférence de ce soir. Alors je me présente déjà, donc moi-même je suis Luc Barbier, et je viens vous présenter cette conférence avec mon collègue Pascal Monod. Alors tous les deux nous travaillons au CEA de Saclay, et nous travaillons dans un domaine de recherche, plutôt recherche fondamentale. Alors moi je suis adjoint donc au responsable du département de l'Institut, et Pascal Monod travaille chaque jour avec les lasers même les plus puissants du monde, il vous en parlera tout à l'heure. Alors cette conférence va avoir lieu donc le sujet sera bien sûr les lasers, et nous produisons cette conférence donc dans le cadre de l'hommage à Louis de Broglie qui est organisé par la mairie de Louveciennes. Et je pense que dans ce cadre-là, il faut remercier vraiment les organisateurs que j'ai croisés depuis le mois de septembre, donc Bernard Andrier, Michel Herry, et puis Jacques Ramette que je croise donc depuis le mois de septembre. Je vois bien tout le parcours qu'ils ont fait pour organiser toutes ces manifestations dans ce cadre-là, et je pense qu'il faut les remercier. Ensuite, cette Cyclope laser, alors cette conférence Cyclope, c'est les conférences traditionnelles que l'on fait aussi au CEA, qui sont orientées vers le grand public. Et la conférence qu'on va vous présenter est une conférence Cyclope junior, qui est donc plus destinée, disons, aux lycéens, mais ceux qui ont plus de 18 ans peuvent rester dans la salle, bien entendu. Alors, cette conférence a été organisée en partenariat avec le lycée de la Corneille de la Selle-Saint-Cloud, et il faut aussi remercier tous les professeurs qui sont impliqués dans cet hommage à Louis de Broglie, avec donc les visites au CEA, Soleil, la pièce de théâtre qu'ils ont produite dans le cadre du lycée, et puis ce soir, donc cette conférence junior. Voilà. Donc merci à tous les organisateurs. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà manipulé un laser, mais on ne voulait pas rester complètement dans l'abstrait, donc on voulait attirer votre attention sur quelques propriétés particulières des lasers qui contribuent à faire, qui sont largement utilisées dans la vie de tous les jours aujourd'hui. La première d'entre elles, c'est la propriété que vous avez sans doute déjà pu constater, c'est la faculté de se propager en ligne droite sur des très très grandes longueurs. Et ça, c'est vraiment très particulier au laser. Ici, donc, j'ai un laser de couleur verte, vous voyez, qui se propage quasiment sans déformation sur plusieurs mètres. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Si je le compare à une lumière traditionnelle, vous voyez que vraiment l'effet est extrêmement différent. Une lumière naturelle ou plus conventionnelle ne peut absolument pas se propager de façon rectiligne comme un laser. Alors, pour montrer ça, j'ai aussi placé un petit miroir de l'autre côté de la salle. Vous voyez peut-être la diffusion sur le miroir qu'il y a là. Et ce miroir, il renvoie mon faisceau laser à l'autre bout de la salle. Alors, je ne sais pas si je peux visualiser le faisceau. Je vais en tout cas, si j'y arrive pas, là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et on le retrouve après qu'il se soit réfléchi sur le miroir. On va le retrouver quelque part dans le plan supérieur. Voilà, ici. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à suivre son trajet, mais voilà. Donc, on arrive à propager comme ça des faisceaux laser sur des très très grandes distances. C'est une lumière qui est extrêmement facile à manipuler. On peut placer des optiques plus ou moins compliquées en face des lasers. Alors, des optiques extrêmement simples, mais aussi des optiques plus évoluées qui permettent, de structurer la lumière en motif, de la propager, de lui imposer des formes et des profils extrêmement différents, tout ça très simplement. Et ces caractéristiques assez uniques et particulières font qu'aujourd'hui, les lasers ont complètement envahi notre quotidien sans pour autant qu'on s'en rende compte. Et on va vous parler de ça, bien entendu, ce soir. On va déjà introduire ça par des choses de la vie courante, donc un laser, pourquoi faire ? Puis ensuite, donc on passera tout un tas d'exemples, je vais vous présenter ça. Puis ensuite, évidemment, on va parler de lumière, parce que la lumière laser est une lumière, comme les autres. Quelles sont les caractéristiques de cette lumière laser ? Ça sera vraiment le rôle du physicien, et je laisserai la parole à Pascal sur ce chapitre-là. Et puis à la fin, nous terminerons cette conférence par les lasers de l'extrême. C'est-à-dire que pour nous, le laser de l'extrême, c'est le laser extrêmement puissant et le laser de très très courte durée. Donc voilà le plan de cette conférence, et donc rendez-vous dans 1 heure, 1 heure et quart, à la fin de la conférence. Alors laser, eh bien d'où vient ce nom-là ? C'est un acronyme. Donc c'est Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Alors light, vous avez fait de l'anglais, vous traduisez, light c'est de la lumière. La lumière, ça apporte un nom depuis Einstein, c'est des photons.
Amplification, bon, ça se traduit par amplification, oui, tout le monde suit. Stimulated emission of radiation, ça c'est déjà un peu plus compliqué. Émission stimulée de radiation, ça c'est du langage, c'est du jargon de physicien. Et je laisse à Pascal le soin de vous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste, cette émission stimulée de radiation. Alors aussi ce laser, ce n'est pas une découverte récente, ça a plus de 50 ans aujourd'hui. Donc c'est en 1960 découverte du laser. Le laser, un objet de recherche fondamental, vraiment, ça sortait des laboratoires. Et aujourd'hui, en 2010, eh bien, c'est un objet omniprésent dans la vie quotidienne. Ben voilà, j'en ai un dans la main et puis je m'en sers comme pointeur. Une façon simple, une première illustration simple du laser. Alors le laser, c'est de la lumière. Et la lumière, introduction, remontons dans le temps, remontons très loin. Le jour de votre naissance, on vous dit voir le jour, percevoir la lumière. Et il faut remonter vraiment au premier millénaire pour qu'on commence à comprendre ce que c'est que la lumière, c'est-à-dire à comprendre que ce sont des rayons lumineux qui viennent de notre environnement et qui viennent entrer dans notre œil, qui sont donc perçus par notre œil et qu'on enregistre dans notre cerveau. Il a fallu attendre jusqu'à l'an 1000 pour qu'on comprenne vraiment ce genre de choses. Alors cette lumière, la première lumière à laquelle que l'on perçoit, c'est bien sûr la lumière du Soleil. Donc voilà le Soleil, la Terre. Et cette lumière qui nous vient du Soleil, première hypothèse, c'est une pluie de lumière, c'est-à-dire ce sont des objets qui quittent le Soleil, qui traversent l'espace et qui viennent nous rejoindre sur Terre et qui viennent nous éclairer. Autre possibilité, qui a été longtemps débattue, c'était le Soleil, ce sont des ondes de lumière, des vagues de lumière qui partent du Soleil et qui viennent rejoindre la Terre. Et donc, dans ce genre de choses, autre question qui a été longtemps débattue par tous les philosophes, 16e, 17e siècle, c'est qu'est-ce qui porte la lumière, qu'est-ce qui transporte cette lumière depuis cet astre brillant pour venir nous éclairer? Quelle est la nature de cet éther qui vient supporter la matière, qui vient supporter cette lumière, ces photons? Et donc, cette lumière, onde ou particule, est portée par quoi? Voilà en gros les grandes questions à laquelle les physiciens ont dû répondre. Alors cette question, donc, je vous l'ai dit, était très ancienne, puisque donc, on est remonté à l'an 1000 avec ce philosophe irakien qui travaillait en Égypte. Mais les premiers opticiens, eux, qui avaient l'habitude de manipuler donc, des rayons lumineux, qui ont vraiment tracé des traits, pour eux, ça ne pouvait pas être des objets, c'était forcément de nature ondulatoire, des ondes, des rayons lumineux. Newton, lui, là ça c'est Gottlieb, et puis Newton, on connaît bien les pommes, donc pour lui, il voyait tout comme des pommes, donc c'était des objets, donc il a dit, non, c'est plutôt des particules, je vois plutôt la lumière comme étant des particules. Enfin, il avait un raisonnement scientifique un peu plus poussé que celui de Gottlieb, je vous rassure. Ensuite arrive Thomas Young, Augustin Fresnel, Maxwell, tous ces gens-là. Donc ça, ce sont toute une grande classe d'opticiens, de gens qui sont occupés d'électromagnétisme à la fin et qui ont vraiment été convaincus que la lumière avait une nature ondulatoire. Avec en particulier la fameuse expérience des trous de Young ici, où on voit deux trous et puis de la lumière qui traverse ces deux trous et qui interfère. Bon, on vous expliquera ça par la suite. Puis arrive Einstein qui lui voit l'effet photoélectrique, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que quand la lumière vient frapper un objet métallique, il y a l'émission d'un électron, et il a pu mesurer les quantités d'énergie amenées par chaque grain de lumière, et donc il était convaincu que c'était des particules, et il a donné leur nom à ces particules, c'est le photon. Donc voilà cette lumière. Alors cette lumière, onde ou particule, donc ce débat a eu lieu pendant très longtemps, et pour illustrer cette dualité, une image qui traîne, que j'ai récupérée, ça traîne sur Internet, c'est vraiment un petit peu de la récupération de ma part, mais j'aime bien cette image de dualité, de regarder un objet sous deux angles différents. Donc vous avez ici un cylindre que vous éclairez en lumière bleue par la tranche, et puis ici que vous éclairez en lumière jaune par son sommet. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'en projection, vous voyez un cercle, et si vous éclairez ici par sa tranche, vous voyez ici la projection, un carré. Cet objet n'est ni un carré ni un cercle, c'est un cylindre. Donc pareil, onde ou particule, c'est comme ce cylindre, tout ce qui nous entoure, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ondes et particules, et la lumière, c'est des ondes, mais c'est aussi des particules qui sont donc ces photons. Et celui qui a tranché cette question de façon définitive, c'est celui à qui nous rendons hommage ce soir. La lumière est particule et onde, et donc c'est Louis de Broglie qui a, pour le premier exposé ce résultat dans le cadre de sa thèse. Alors revenons maintenant au sujet de ce soir, donc après cette petite légère introduction.
Donc c'est le laser. Le premier qui a vu la lumière laser de ses yeux vus, c'est Theodor Maiman, qui avait découvert donc, ce premier laser à rubis, qui a obtenu la lumière laser dans le domaine visible à l'œil nu. Mais pour obtenir ce résultat-là, il faut remonter longtemps en arrière, puisqu'il faut attendre les travaux de Albert Einstein en 1917, sur laquelle donc je retrouve cette expression un peu bizarre, donc mon SER, la Stimulated Emission of Radiation, donc émission de lumière stimulée, qui dit simplement que quand un photon arrive, eh bien, on peut avoir deux photons. Ensuite, à partir d'un photon, on va pouvoir produire deux photons semblables. Ça, c'était en 1917, Albert Einstein. Mais la route entre cette idée de physique très fondamentale à la réalisation pratique, eh bien, il a fallu pratiquement 17-60, il a fallu donc 50-60 ans pour y arriver. Alors la lumière est particule et onde, on a croisé déjà Louis de Broglie sur notre chemin, et ce résultat-là est absolument fondamental. Pour arriver jusqu'au laser, il fallait vraiment que l'on abandonne l'aspect purement particule pour s'intéresser aux ondes, et puis il fallait quand même avoir cette idée de particule avec cette émission stimulée, telle qu'elle était énoncée par Einstein pour arriver jusqu'au laser. Une autre figure marquante sur la route vers le laser, c'est Alfred Kessler, qui a eu en 1950, qui a eu le prix Nobel pour montrer comment exciter efficacement les atomes à l'aide de la lumière. On envoie la lumière, les atomes s'excitent, et il a pu montrer comment le faire de façon extrêmement efficace. Et c'était vraiment la première pierre qui a permis de construire ce laser. Alors vous me dites, vous avez vu des médailles de prix Nobel, et vous voyez que pour Theodor Maiman, il n'y a pas de médaille de prix Nobel. Theodor Maiman n'a pas eu le prix Nobel pour la découverte du laser. Parce que celui qui l'a eu, c'est Charles Stones, qui l'a eu parce qu'il a découvert le maser. Alors le maser, c'est quoi ? C'est au lieu de light, vous avez microwave pour le M ici. Donc c'est la même chose qu'un laser, mais avec du micro-ondes. Au lieu de faire ça avec une lampe, vous faites ça avec votre micro-ondes, et vous pouvez produire aussi une lumière laser, une lumière maser avec votre micro-ondes. Et donc c'est lui qui a observé pour la première fois ce phénomène-là, mais ce n'était pas visible. C'est la seule différence. Entre les deux, la seule différence, c'est qu'on est passé des micro-ondes à la lumière visible. Alors le laser, donc on a vu que c'était un phénomène physique, donc c'était donc produire cette lumière très particulière, très directive, comme l'a introduit Pascal comme l'a dit Pascal dans son introduction. Mais maintenant, aujourd'hui, le laser, c'est devenu un objet courant. Passe-moi ton laser. Oui, voilà mon laser. Je l'ai dans la main. Alors ce laser, cet objet, cet appareil, eh bien, il y en a différents types. Donc ça va jusqu'au plus petit. Donc là, c'est vraiment, vous avez une pointe de crayon, et là, vous avez une diode laser. Alors ces diodes laser, c'est des puissances absolument ridicules, mais la lumière qui en sort a toutes les caractéristiques nécessaires pour être utilisée de façon très très efficace. Et puis un des plus gros lasers qu'on connaisse au monde ici, c'est le laser mégajoule qui est installé au CESTA près de Bordeaux, qui est donc dédié à faire de la fusion contrôlée, à faire en sorte que la matière se concentre jusqu'à produire des réactions de fusion comme elles se produisent dans le Soleil. Donc là, les puissances sont absolument énormes. On atteint donc des puissances de l'ordre du pétawatt. Alors le pétawatt, c'est 1, et puis là, je n'ai pas compté, mais il y a 15 zéros. Autre deux types de lasers. Le laser continu, donc, comme celui-ci, voilà, qui éclaire en permanence l'écran. Mais le plus souvent, les lasers de puissance sont des lasers pulsés qui émettent donc de la lumière de façon intermittente. Et on montrera aussi quelles sont les caractéristiques de ces lasers pulsés dans le cadre de cette conférence. Alors, les lasers sont partout. Je ne sais pas si vous avez dans la tête des exemples d'utilisation de lasers. On les trouve pour transporter, lire l'information, amener de l'énergie, transporter de l'énergie même, effectuer des mesures précises. Et on en trouve partout des exemples dans la vie quotidienne, dans l'industrie, la médecine, la défense. Bon, je vais vous balayer rapidement un peu tous ces différents domaines d'application, mais vous les connaissez peut-être déjà. Le premier, c'est vraiment l'exemple basique de la vie quotidienne. Vous allez au supermarché, vous présentez votre article avec son code barre, et puis voilà, on vient lire le code barre avec ce petit faisceau laser. Autre façon de lire l'information, c'est le CD, ou bien maintenant plutôt les DVD, le Blu-ray. Le Blu-ray, simplement, on a passé d'une couleur rouge, on a passé à une couleur bleue, parce qu'avec une couleur bleue, on peut beaucoup mieux focaliser les faisceaux, donc on va pouvoir stocker beaucoup plus d'informations. Vous voyez donc les premiers CD première génération. Le DVD, on voit bien qu'on avait plus de 1 et de 0, donc des traits pleins et des petits traits où on met l'information puis des espaces entre deux. Et puis là, dans le Blu-ray, on voit bien qu'on a grandement augmenté la densité d'information, et c'est lié à la lumière bleue du laser.
Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on utilise? Deux propriétés du laser. Le fait que ce soit une couleur très bien précise, très très précise. Donc la couleur bleue ici, la couleur rouge dans le cas du DVD. Et puis la focalisation du faisceau, parce qu'il faut pouvoir aller lire très précisément ce code barre ou aller lire très précisément ces pistes de DVD. Transporter de l'information avec un laser, oui, c'est la fibre optique. Donc là, on retrouve mon petite laser diode ici de tout à l'heure, là, qui émet pas beaucoup de puissance finalement, mais qui permet donc, à travers un modulateur, de coder de l'information. Donc voilà, on stocke des 0 et des 1, ça vous permet d'écrire de magnifiques discours. Et ensuite, cette lumière qui va être 0, 1, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, on va la transporter dans une fibre optique. Et dans cette fibre optique, ici, elle va être emmenée jusqu'à de grandes distances, jusqu'à un récepteur, où on va la décoder et on va restituer ce magnifique message. Alors ce message peut traverser la planète, puisque ces lasers peuvent être couplés avec des fibres optiques qui vont guider la lumière depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis. On est en train de prévoir une nouvelle fibre optique qui passerait par l'Antarctique pour aller rejoindre directement la bourse de Londres à la bourse de Tokyo, de façon à gagner du temps dans les opérations boursières. Je ne vous dis pas le problème. Mais bon. Ce réseau mondial de sous-marins de câbles et de fibres optiques donc existe, et dans toutes ces fibres se propage de la lumière laser. Dans ce cas-là, on utilise bien sûr la couleur unique, la qualité du faisceau et le fait que ces propriétés de faisceau ne vont pas s'absorber malgré les milliers de kilomètres qu'elles vont traverser à travers les fibres. Un objet de la vie courante, l'imprimante laser. Alors il y a marqué imprimante laser parce que c'est écrit dessus, là il y a marqué imprimante laser. Mais il est où le laser dans l'imprimante ? Alors le laser dans l'imprimante, il est là. Voilà, c'est ce petit objet-là. Donc là, vous avez le papier qui est là. Le papier, il vient sur le rouleau. Hop, et vous allez le voir apparaître ici imprimé. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que le papier qui était blanc ici ressorte imprimé? Eh bien, il a fallu qu'il passe au contact de ce rouleau. Et c'est le laser ici qui vient écrire sur le rouleau. Alors on a un faisceau très très précis. On vient écrire dessus sur le rouleau notre message, toutes les lettres que vous avez à écrire dessus. Ce rouleau va être électrisé. Au contact du tonnerre, les particules vont rester fixées dessus. On va chauffer le tout et à la fin, votre page est imprimée. Donc le laser ici permet d'écrire au départ sur le rouleau. Donc ça permet, on va utiliser essentiellement donc, la précision du faisceau pour avoir une écriture extrêmement fine sur la feuille de papier imprimée. Autre application de la vie courante, puisque vous le croisez souvent sur les chantiers, ou même vous avez peut-être même ça chez vous maintenant, des télémètres ici, ou un laser de canalisation pour aligner des canalisations sur de grandes distances. Un niveau laser, vous alignez votre niveau, puis votre faisceau vous permet de dire d'avoir un faisceau bien horizontal sur de grandes distances. Celui-là aussi, je l'ai croisé ce week-end, malheureusement pour moi, mais bon... J'ai essayé de lui faire la conférence, mais ça n'a pas marché. Mais je vous jure, je l'ai rencontré ce week-end. Et dans ce cas-là, on utilise essentiellement donc, la directivité, parce que ça vous permet de pointer le véhicule qui arrive vers vous, et puis la portée du faisceau, parce qu'à 300-400 mètres, ils vous prennent, et puis ils savent très bien vous accrocher, et puis ça leur permet de mesurer votre vitesse. Alors, mesurer des distances, oui, donc voir un véhicule, la vitesse avec laquelle arrive le véhicule, mesurer une distance statique sur un chantier, mais on peut faire nettement plus loin, ce qui sont par exemple les mesures de très longue distance, telles que la distance Terre-Lune. Alors, la distance Terre-Lune, on prend un laser extrêmement puissant sur Terre. C'est un laser visible de très forte puissance, et on envoie cette impulsion en direction de la Lune. Alors sur la Lune, il y a eu 3 ou 4 réflecteurs. Leur position est donnée ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 réflecteurs qui ont été positionnés sur la face visible de la Lune. Et l'impulsion laser partie de Terre fait une tache laser qui fait 7 km de diamètre. Et donc on ne risque pas de rater le petit objet qui est là. Cet objet-là a la propriété d'être un œil de chat, c'est-à-dire qu'il renvoie la lumière rigoureusement dans la direction d'où elle provient. Donc elle renvoie la lumière directement sur Terre. Le faisceau continue à diverger, mais le faisceau laser était suffisamment puissant au départ pour qu'on arrive à détecter la lumière laser en retour depuis la Lune. Alors le taux de rendement, si on envoie 10 puissance 17 photons en direction de la Lune, on n'en voit revenir qu'un seul. Donc le rendement est absolument minable, mais en envoyant un laser suffisamment puissant, on arrive à mesurer la distance Terre-Lune avec une précision millimétrique.
Alors dans ce cas-là, on utilise cette couleur unique, la faible divergence du faisceau, telle que vous l'a montré Pascal en introduction, c'est vraiment cette faible divergence sur des grandes distances, et puis là on avait quand même besoin d'un laser très très puissant. Dans l'industrie, eh bien, c'est les lasers puissants, on les met au bout d'un bras d'un robot. Donc la tête laser est ici sur la tête du robot. On manipule le robot et on a une très grande précision pour faire de la découpe. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'objets que vous avez chez vous qui ont été découpés par des faisceaux laser. Que ce soit des tissus, du carton, du papier, du bois, du plastique, des métaux, tous ces objets-là sont découpés. Donc là, on utilise surtout donc, la précision du faisceau et bien sûr, la lumière est extrêmement intense. Alors, un exemple de découpe en temps réel. Voilà. Donc voilà, donc une plaque métallique ici, le bras du robot, et puis ici, la tête laser ici, et puis la pointe laser focalisée qui permet donc cette découpe extrêmement précise. Alors là, on est donc chez un constructeur automobile, c'est une maquette telle qu'ils en réalisent pour des essais aérodynamiques ou autres. Et voilà donc cette découpe en temps réel avec ce faisceau laser de très grande précision. Voilà. Bon, puis on peut continuer la découpe comme ça. Voilà. Alors, donc on a parlé des découpes à l'instant, mais on peut parler aussi donc de soudure, donc tout ce qui est usinage de précision, de gravure. Alors la gravure, ça sert beaucoup aussi dans la microélectronique, bien sûr. Et puis je vais passer donc d'autres exemples donc dans le BTP, la rénovation. Alors un premier film donc sur cette soudure laser. Donc vous voyez ici donc la pièce, on la met sur un tour, la pièce se met en mouvement ici, donc on a assemblé ces deux pièces-là. Et puis ici, on voit les impacts laser qui arrivent dessus et qui vont souder ici l'ensemble de ces deux pièces. Donc ça, c'est un procédé couramment utilisé pour faire des soudures de grande précision avec des assemblages où les deux pièces, on est sûr qu'elles ne vont pas bouger l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc cet assemblage. Alors aussi, le laser peut servir aussi simplement pour graver des logos, faire du marquage. Alors ici, donc, Quantel, c'est un grand industriel lasériste français, on en a. Et donc voilà, qui grave son logo avec grande vitesse en temps réel. Hein. Donc il grave son logo sur une plaque, je ne sais pas si c'est un polymère quelconque, je ne sais pas ce que c'est exactement, ce que c'est que le support. Donc voilà le gravage du logo Quantel en temps réel grâce à ce faisceau laser. Alors le nettoyage des vieilles pierres, ça vous avez certainement vu Notre-Dame qui a changé de couleur par exemple. Alors on marquera les lunettes de l'opérateur. Et puis ici ce nettoyage très précis qui va donc brûler l'ensemble des corps qui sont déposés à la surface de la pierre, et qui va donc respecter absolument parfaitement la sculpture originale. Voilà. Bon, on ne va pas vous faire toute Notre-Dame comme ça, hein, mais... donc là, elle ne fume pas. Hein, Alors, autre application aussi dans la vie courante, eh bien, c'est tout ce qui est la médecine. Alors, la médecine, il y a des aspects simplement esthétiques, donc éliminer un tatouage, par exemple. Donc voilà, avant, le tatouage qu'on essayait d'enlever, puis on brûle localement la peau très précise, et voilà, après, le tatouage est relevé. On peut traiter donc tumeurs, angiome, acné, etc. Beaucoup de choses, vraiment. Le laser en médecine est devenu vraiment un objet incontournable. Alors on l'utilise aussi donc, parce qu'elle est précise, intense. L'accordabilité en longueur d'onde est importante aussi, puisqu'on va avoir des couleurs très précises qui soient bien absorbées par la peau, que ce soit la bonne longueur d'onde. Et ensuite, on veut aussi que le faisceau lumineux soit absorbé sélectivement dans les tissus et au bon endroit. Ce sont les propriétés du laser qu'on utilise. Alors dans le cadre de l'ophtalmologie, donc là aussi, il y a des applications qui sont très fortes, par exemple pour les décollements de rétine, merci, le décollement de rétine, ou des opérations de la cornée. Alors, les opérations de la cornée, en voici une. Alors, on en avait une en vrai, mais on s'est dit non, les gens allaient se trouver mal dans la salle. Donc, on a pris plutôt quelque chose, un peu une simulation. Donc, voilà une maquette d'œil, hein, c'est pour de faux, hein, c'est juste pour expliquer le principe. Donc, on vient mettre ici une optique qu'on vient appliquer contre l'œil, qui va servir de guide.
Alors on voit ici donc cette cornée qui n'a pas vraiment la bonne forme. Le cristallin plutôt qui n'a pas la bonne forme. Donc voilà l'assemblage avec l'œil. Et ensuite on vient amener la tête laser au contact de l'œil. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Voilà, on appuie légèrement, voilà. Et puis on va commencer le travail. Donc là, vous voyez le temps ici, et on commence en temps réel. Alors, on vous envoie donc des faisceaux laser sur l'ensemble de l'œil, on fait tout un tas de pointillés comme ça, et ces pointillés vont servir à décoller la rétine du cristallin. On va focaliser le laser juste en dessous de la cornée, et on fait plein de petites bulles, comme ça fait des petites bulles, et ces petites bulles vont permettre de décoller la cornée. Donc on fait ce balayage-là, donc le décollage sur l'ensemble de la surface. Alors toujours en temps réel ici, ça ne prend pas beaucoup de temps, un peu de patience. Ensuite on découpe la cornée tout autour, on fait un découpage vraiment comme on découpait la pièce de métal tout à l'heure, sauf que ce n'est pas la même longueur d'onde, ce n'est pas le même faisceau laser, etc. Et voilà, en 20 secondes, on vous a décollé la cornée, il n'y a plus qu'à ouvrir ça comme une boîte de conserve. Et voilà. Et maintenant on peut attaquer le cristallin ici et lui redonner la bonne forme, pour que cette fois-ci, vous voyez clair et vous voyez votre défaut de correction, que votre vision soit corrigée. Voilà, excusez-moi, je ne trouvais pas le bon terme. Et voilà, ensuite on remet la cornée en place et l'opération est terminée. Le laser, c'est ça. Alors, autre application du laser, bien sûr, toutes les applications de défense. Alors, certains, les plus anciens d'entre vous, ont entendu parler donc, de la guerre des étoiles, où on était censé aller envoyer des faisceaux laser extrêmement puissants pour détruire les missiles, des missiles transcontinentaux avant qu'ils arrivent sur le pays agressé. Ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui est télémétrie, tout ce qui est guidage, etc. Donc, aujourd'hui, le laser, dans le monde de la défense, c'est absolument aussi incontournable. Pareil, donc toutes les propriétés que je vous ai détaillées du laser sont utilisées dans ce cadre-là, bien entendu. Enfin, le dernier gros laser, donc on s'oriente plutôt là vers la recherche, mais j'ai quand même voulu le citer comme étant un des aspects, le laser le plus puissant du monde, qui est donc ce laser mégajoule. Donc ça consiste en 260 faisceaux laser qui vont tirer simultanément. Alors il ne faut pas se tromper, les impulsions sont extrêmement courtes, les puissances sont considérables, mais si jamais il y a un faisceau laser qui est décalé par rapport à l'autre, ça ne va pas le faire du tout. Il faut donc que les 260 faisceaux convergent simultanément sur une cible sur laquelle on a mis du deutérium et du tritium. Cette cible de deutérium et de tritium subit la pression de radiation, va être comprimée. Sous l'effet de cette compression, on va retrouver une compression du même ordre de grandeur que celle qu'on trouve à l'intérieur du Soleil. Il va y avoir réaction de fusion, formation d'un atome d'hélium et dégagement d'énergie. Alors cet appareil-là est conçu donc pour une recherche sur la fusion contrôlée, donc tous les aspects civils, mais ça sert aussi d'expérimentation pour avoir toutes les données pour la simulation de l'arme nucléaire. C'est donc un programme au sein du CEA couplé entre le civil et la défense. Alors voilà typiquement les 260 tubes laser, ça ressemble à ça. Donc il y a 4 grands bâtiments autour de la cible centrale. Et voilà tous ces tubes laser alignés. Et on accumule de l'énergie pendant au minimum une bonne journée là-dedans. Et ensuite on envoie toute cette énergie, on la relâche sous forme de puissance lumineuse. Et on atteint ainsi des millions de degrés. Et on atteint des milliards de fois donc la pression atmosphérique pour produire cette réaction de fusion. Voilà, donc en résumé, après ce petit parcours autour des lasers du quotidien, donc on voit bien qu'on a utilisé donc, cette couleur bien définie, on l'a montré tout à l'heure, le rouge, le vert, le bleu. Cette qualité de faisceau absolument parfaite qui permet donc d'envoyer la lumière à l'endroit où on veut, quand on veut. Transporter de l'énergie avec tous les lasers intenses, tous les exemples de découpe, etc. Et il y a la possibilité de contrôler très finement cette lumière dans le temps. Alors les lasers sont partout autour de nous, tous les objets que vous avez dans les mains, etc. Beaucoup doivent quelque chose au laser et ce n'est qu'un début. Alors, mais dans tout ça, je vous ai parlé donc des applications du laser, mais rien encore sur le laser du point de vue physique, ce que c'est. Et donc le point de vue du physicien, je vais laisser la parole à Pascal pour me relayer, le spécialiste, pour vous parler de ce point de vue-là. Merci Luc. Je vais revenir sur l'acronyme du laser. Alors, Luc vous a indiqué sa signification tout à l'heure. Moi, je vais revenir sur les différents éléments qui le composent. On va parler de lumière, on va parler d'amplification, et puis on parlera d'émission
stimulée. Alors je vais commencer par vous parler de lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Et qu'est-ce qui différencie la lumière naturelle, avec laquelle on est très familier, de la lumière laser, avec laquelle on est un peu moins familier? Alors la lumière, c'est un objet physique qui est extrêmement complexe. Comme l'a évoqué Luc, c'est en même temps une particule, en même temps une onde, ou ni tout à fait une particule, ni tout à fait une onde. On peut évoquer effectivement le cheminement de particules dans le vide, mais surtout, et c'est surtout le point de vue que j'adopterai ici, on parle d'onde quand on parle de lumière. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde? Une onde, c'est une quantité qui oscille et qui se déplace dans le temps et l'espace. Alors, je vais utiliser assez largement l'image de la vague. C'est une très très bonne image parce que c'est une onde avec laquelle on est très familière. Donc, pour la vague, la quantité qui oscille et qui se déplace dans le temps, c'est la hauteur de l'eau. La hauteur de l'eau est modulée dans l'espace et dans le temps, et les vagues qui constituent cette modulation se déplacent avec une certaine vitesse. Alors, il y a trois grandeurs principales. En réalité, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a trois grandeurs qui sont assez importantes et évidentes. C'est la distance entre deux sommets de la vague. C'est ce qui va déterminer, par exemple, le temps que va devoir attendre un surfeur avant de trouver la bonne. C'est la vitesse de la vague. Elle va être déterminante également pour connaître la vitesse que va pouvoir atteindre un surfeur sur cette vague. Et puis, c'est la hauteur de la vague, bien évidemment. Alors, la lumière, c'est exactement pareil. De la même façon, c'est une onde qui est définie par ses grandeurs. C'est-à-dire la première que j'ai citée, c'est la distance entre deux crêtes de la vague. Cette distance-là, pour une onde lumineuse, on l'appelle la longueur d'onde. Vous avez bien évidemment déjà entendu ce terme. Alors pour la lumière, la longueur d'onde, la distance entre deux crêtes de la vague, c'est typiquement 1 micron, 1 millionième de mètre. Donc c'est beaucoup plus petit que la vague que j'ai indiquée tout à l'heure, où les distances sont plutôt de plusieurs mètres. Donc c'est une première différence avec la vague, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne voit pas les vagues qui sont associées à la lumière, parce qu'elles ont des dimensions extrêmement petites. La deuxième grande caractéristique, c'est sa vitesse, qui n'a absolument rien à voir avec la vitesse de déplacement des vagues dans l'océan. Là, la vitesse de la lumière, dans le vide, c'est 300 000 km/s, c'est-à-dire 1 milliard de km/h. Il faut vous imaginer que la Terre peut faire 7,5 fois, la lumière peut faire 7,5 fois le tour de la Terre en une seconde. Donc là encore, il nous est extrêmement difficile d'appréhender des vitesses aussi élevées que celle-là, alors qu'on voit très facilement les vagues se propager, puisque les vitesses sont plus en rapport avec ce qu'on est capable de mesurer par nos senseurs naturels. Voilà, donc la lumière, c'est une onde qui se propage à la vitesse de 300 000 km/s. On peut définir également le temps entre deux crêtes de la vague. C'est un temps qui, là encore, est extrêmement court comparé au temps qui sépare deux crêtes de la vague. Dans le cas de l'eau, on est quelque chose qui ressemble à 1 sur 1 millionième de milliardième de seconde. Alors, la lumière, c'est une onde, d'accord, mais une onde de quoi? Alors, pour vous rappeler de quel type d'onde il s'agit, il faut se remémorer la relation qu'il existe entre les champs électriques, les charges électriques et la lumière. Alors, on sait que si dans l'espace on pose une charge électrique, ici j'ai une première charge électrique qui est chargée positivement, si j'en place une deuxième un peu plus loin qui a une charge opposée, ces deux charges électriques vont s'attirer comme le ferait un ressort qui les relie. À l'opposé, si j'ai deux charges séparées dans l'espace mais qui ont le même signe de charge, elles vont se repousser. Pour expliquer ce phénomène, on dit que lorsqu'on place une charge dans l'espace, cette charge électrique, elle crée un champ électrique qu'on appelle E, et qui est désigné par les flèches noires que j'ai représentées ici. Et c'est ce champ
C'est à travers ce champ qu'on va expliquer que si on place une autre charge dans ce champ, eh bien, elle va être soumise à une force qui est simplement donnée par le produit de sa charge par le champ électrique qu'a créé la première charge. La lumière, c'est la même chose, mais associée au mouvement des charges. Cette première charge, si elle oscille dans le temps, elle va générer une onde électromagnétique qui va se propager à la vitesse de la lumière et qui va pouvoir agiter à distance une autre particule si elle est chargée. Donc c'est ça une onde électromagnétique. C'est exactement la même chose que la vague qui est créée par un tremblement de terre. Imaginons que j'ai un tremblement de terre ici sur la côte est des États-Unis. Ce tremblement de terre, il va agiter l'océan, il va créer un tsunami, et ce tsunami, à son tour, il va détruire des habitations sur la côte atlantique. Donc ce n'est pas directement le tremblement de terre aux États-Unis qui a détruit les habitations en Europe, mais c'est l'eau qui a servi de vecteur, qui a transporté l'énergie du tremblement de terre de la côte est jusqu'à la côte ouest. Donc c'est exactement pareil pour la lumière. Alors la lumière, comment on l'aperçoit et comment on la produit? Alors forcément, pour générer de la lumière, il faut une source d'énergie. Alors ici, une source d'énergie électrique. On l'envoie dans un système qui va générer de la lumière. Ici, une ampoule, où des particules chargées s'agitent. On envoie l'électricité dans l'ampoule. Ça a pour effet de mettre en mouvement des charges électriques. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ces charges électriques, si on les met en mouvement, elles vont émettre de la lumière. Elles émettent de la lumière qui se propage donc à une vitesse de 300 000 mètres par seconde. Cette lumière va à son tour agiter des particules chargées qui se trouvent dans notre organisme, dans nos yeux. Et tout ça va se transformer en courant électrique qui va être véhiculé jusqu'à notre cerveau. Alors, on peut utiliser différentes sources d'énergie pour produire de la lumière. Donc, je parle assez largement de lumière d'ampoule électrique ici, mais par énergie chimique, par dégagement d'énergie, combustion chimique, on peut générer de la lumière, hein, c'est le cas d'une allumette, et aussi par énergie gravitationnelle. Le Soleil produit de la lumière avec une source d'énergie qui est d'origine gravitationnelle. C'est l'effondrement du Soleil sur sa propre masse qui est à l'origine de l'échauffement des particules chargées et finalement d'émission de lumière. Alors on est extrêmement familier avec la lumière qui nous entoure. Il faut savoir que les ondes électromagnétiques, comme je vous l'ai indiqué, elles ont toutes une longueur d'onde différente. Donc il y a une grande variété d'ondes qui nous entourent, avec des différentes longueurs d'onde, plus élevées, plus faibles. Le spectre de lumière qui existe est représenté ici. Vous voyez, il est extrêmement large. Alors notre œil perçoit ce tout petit domaine de lumière qu'on appelle la lumière visible. Ça représente réellement un tout petit domaine. Au-delà, on a le rayonnement ultraviolet qu'on ne perçoit pas avec notre œil, mais par contre qui a des effets importants sur notre peau, par exemple. Plus loin, on a les rayons X qu'on utilise pour la radiographie, par exemple. Alors si notre œil était capable de voir dans le domaine X, on ne se reconnaîtrait pas par notre peau, mais par l'apparence de notre squelette. Plus loin encore, on a le rayonnement gamma, qu'on ne perçoit pas non plus, mais par contre qui est extrêmement présent dans l'univers, qui est émis notamment lors de manifestations cosmologiques qui dégagent beaucoup d'énergie. Alors de l'autre côté, on a le rayonnement infrarouge, qu'on ne perçoit pas non plus avec nos yeux, mais que notre peau ressent, qui est responsable de l'élévation de chaleur sur notre peau, par exemple. Un peu plus loin, on a le micro-ondes, qui est largement utilisé dans notre vie courante, qui là encore est capable d'échauffer la matière. Un peu plus loin, on a les ondes radio, les ondes millimétriques, etc., qui sont utilisées dans la transmission de signal par téléphone. On a les très basses fréquences et puis des fréquences encore plus faibles qui véhiculent le courant électrique. Donc vous voyez qu'il y a une extrêmement grande variété finalement de rayonnements électromagnétiques qui nous entourent
même si nos yeux, finalement, ne perçoivent qu'une très très petite fraction de ce rayonnement. Alors la lumière usuelle, telle que celle qui est issue des lampes qui nous entourent ici, elle est émise à plein de longueurs d'onde différentes. Donc c'est une superposition de différentes ondes qui ont des longueurs d'onde différentes. Si je somme toutes ces contributions, voilà ce que j'obtiens. Une onde électromagnétique qui apparaît complètement chaotique. Et ça vient directement du fait que, effectivement, le mouvement des particules chargées que j'ai excité par mon courant électrique est complètement chaotique, là, dans ma lampe. Donc la lumière usuelle, c'est une lumière qu'on appelle incohérente. Elle est relativement chaotique, et elle est, si je reviens à la comparaison avec la surface de l'eau, ça ressemble, plus qu'à une vague, au clapotis qui agite la surface de l'eau. La lumière laser, c'est le contraire. C'est vraiment une onde qu'on appelle très cohérente. Les oscillations sont extrêmement régulières et on est beaucoup plus proche de la vague qui se propage de façon extrêmement régulière sur une surface d'eau qui n'est pas agitée. Voilà. Alors je vais maintenant parler un petit peu d'amplification. Alors, on est équipé de micros ici, comment ça marche? C'est effectivement très simple. Les ondes acoustiques sont transformées par le micro en des ondes électriques qui sont amplifiées par un dispositif électrique. Ce dispositif électrique renvoie un signal vers des enceintes acoustiques qui transforment à leur tour le signal électrique en signal acoustique, et le tout est à une amplitude beaucoup plus élevée que ma voix au départ, ce qui permet de couvrir toute cette pièce. Et pour ça, bien évidemment, on a été obligé de fournir de l'énergie à l'amplificateur électronique. On a amplifié un signal, il faut forcément fournir de l'énergie. Alors un laser, c'est fait exactement de la même façon. On a un milieu amplificateur, on va lui apporter une énergie extérieure, ça peut être une décharge électrique, ça peut être une lumière additionnelle, une réaction chimique. Et lorsqu'on va envoyer la lumière à l'intérieur de ce milieu amplificateur, eh bien la lumière va être amplifiée. On aura plus de lumière en sortie qu'en entrée du dispositif, c'est un amplificateur. Alors on peut aller beaucoup plus loin si on referme le système en boucle. On va faire de l'amplification en boucle comme on le fait avec l'effet Larsen. C'est-à-dire qu'on va renvoyer le signal qui vient de mes enceintes acoustiques ici vers mon micro. Et à ce moment-là, le signal va être réamplifié dans l'amplificateur, va refaire un tour, va être dirigé à nouveau vers mon micro, etc., etc. Et je peux avoir, dans ce cas, une amplification quasiment infinie. Et c'est exactement, encore une fois, ce qu'on fait avec les lasers. On a notre milieu amplificateur, une source d'énergie additionnelle, et on va placer ce milieu amplificateur entre deux miroirs, de sorte que l'impulsion lumineuse fasse des allers-retours dans le milieu amplificateur et soit amplifiée de nouveau à chaque passage. Alors c'est un système qui est extrêmement élégant, mais si on ne fait rien de particulier, toute l'énergie reste piégée entre mes deux miroirs. Donc afin qu'une petite fraction du rayonnement sorte, on va placer un miroir qui ne réfléchit pas totalement la lumière, mais 90% de la lumière, 10% en sort, et c'est ce qui constitue le faisceau laser. Alors il reste une dernière chose à expliquer, c'est le processus d'émission stimulée qui est à l'origine de l'amplification du rayonnement. Alors, pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur de mon milieu amplificateur, on va zoomer à l'échelle microscopique. Donc la matière de mon milieu amplificateur, elle est formée d'un assemblage d'atomes. Comme vous le savez, un atome, c'est un noyau qui est formé de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Alors, l'image de la gravitation, elle vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est qu'une image, mais elle permet d'expliquer un grand nombre de phénomènes, même si pour avoir une description plus complète
d'un atome, il faut faire appel à la mécanique quantique et parler, pour les électrons eux-mêmes, d'ondes. On va ici rester sur ce modèle qui est un peu simpliste. Donc la matière est formée d'atomes, des ions ici, autour desquels gravitent des électrons. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'une source de lumière extérieure vient éclairer un atome sur son trajet? Bien, la lumière va être absorbée et l'électron qui gravitait très près du noyau va s'éloigner de sa trajectoire d'origine et être porté dans une orbite extérieure. Et au bout d'un moment, il va retomber près du noyau et émettre de la lumière. Donc on a absorption de lumière, on change de trajectoire, et puis on retourne sur les trajectoires les plus proches du noyau en émettant à nouveau de la lumière. Donc on a absorbé la lumière, on en réémet. Au global, il ne s'est pas passé grand-chose. Si je regarde à l'échelle de mon milieu amplificateur, de ma collection d'atomes, c'est pareil. Si je ne fais rien de particulier, j'envoie la lumière dessus, je vais promouvoir un électron vers une orbite un peu externe, il s'éloigne du noyau, puis finalement, il réémet de la lumière en retournant près du noyau. Jusque-là, rien de très fascinant. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Si maintenant, mon électron est déjà dans une orbite périphérique, s'il est déjà éloigné du noyau au moment où on l'illumine avec de la lumière, à ce moment-là, un phénomène totalement différent va se passer. Au lieu d'absorber la lumière, il va en réémettre, et il va émettre une lumière absolument identique à celle qui est incidente. Et il va retourner vers l'orbite la plus proche du noyau, qu'on appelle l'état fondamental. Donc vous voyez, le phénomène est complètement inverse. Au lieu d'absorber, on réémet de la lumière, et on réémet de la lumière qui a exactement les mêmes propriétés que la lumière incidente. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'amplification qui préserve le côté extrêmement cohérent des vagues qu'on a vues tout à l'heure. Alors, en pratique, comment on procède? On part, la matière naturellement se trouve toujours avec des électrons qui gravitent à proximité des noyaux. On va, à l'aide de notre source d'énergie extérieure, on va exciter les électrons pour les porter sur des trajectoires périphériques. Et ensuite, si on lui envoie de la lumière, eh bien, elle va réémettre 2 fois plus de lumière que de lumière incidente, et exactement avec les mêmes propriétés. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. Donc un laser, comme on a vu, c'est un milieu amplificateur, c'est un apport d'énergie extérieure, c'est une cavité optique, c'est-à-dire 2 miroirs, et avec ça, on obtient un faisceau de lumière laser. Voilà, alors je vais vous montrer de façon pratique à quoi ça ressemble. Donc un milieu amplificateur, en voici un par exemple, ça c'est un barreau amplificateur à milieu solide. Et il y en a un autre qui se trouve ici devant vous, qui est à l'intérieur de ce tube scellé. C'est un gaz, et ce gaz, on va l'exciter par une décharge électrique. C'est la décharge électrique qui va promouvoir les électrons des orbites les plus internes vers les orbites les plus externes. Donc je vais mettre en route mon dispositif. Il va mettre quelques secondes avant de s'allumer, le temps que le dispositif se mette en chauffe. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est l'émission spontanée. Jusque-là, je n'ai pas de processus d'amplification, et on voit l'émission spontanée du milieu qui se trouve donc dans le rouge. Alors pour avoir une amplification vraiment efficace, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut enfermer ce milieu amplificateur dans une cavité. Alors ici, j'ai un petit miroir, ici à cette extrémité, qui est scellé dans le tube, et puis j'ai un autre miroir qui est dans la monture optique que vous voyez ici. Alors le laser, dans le prolongement du laser, on ne voit pas grand-chose. Ça signifie que mon laser il est déréglé, que mes 2 miroirs ne sont pas alignés, de sorte que je ne puisse pas avoir d'amplification en boucle. Alors je vais essayer d'aligner le laser, et au bout d'un moment,
si mon laser est aligné, on devrait voir tout d'un coup l'amplification se développer et un signal lumineux vraiment extrêmement intense apparaître. Voilà. Yes. Voilà, là, j'ai refermé la cavité. Les deux miroirs sont maintenant tout à fait parallèles et j'ai un faisceau laser extrêmement intense qui apparaît. Et il suffit de très peu de choses pour dérégler la cavité de telle sorte qu'il n'y ait plus d'amplification qui se produise dans le milieu. Voilà. Là, j'effectue vraiment de très très petits mouvements sur le miroir et mon faisceau disparaît ou apparaît. Et vous pouvez voir là encore une fois que le diamètre du faisceau évolue très très peu avec la distance. Voilà, donc on va passer à la suite de l'exposé. Donc pour résumer, on a vu la différence entre la lumière cohérente des lasers et la lumière incohérente de la lumière naturelle. L'analogie entre les vagues et les ondes laser, j'espère, vous aura marqué. Et pour la suite, on va parler non plus de vagues, mais plutôt de tsunami. Je laisse la parole à Luc. Oui, donc je reprends la parole. Alors on regrette Willem Boutu qui aurait dû vous faire cette partie-là, mais il n'est pas absent ce soir et donc je le remplace en espérant que je devrais pouvoir y arriver. Alors l'idée ensuite, donc on passe maintenant à la dernière partie de notre exposé qui sont quoi? Qui sont les lasers de recherche. Alors les lasers de recherche aujourd'hui, il s'agit d'aller chercher les puissances les plus importantes, voir comment se comporte la matière avec de très grandes puissances, et c'est aussi d'avoir des impulsions les plus courtes possibles. Alors pourquoi les impulsions les plus courtes possibles, vous allez me dire? Alors je vais essayer de vous introduire ça rapidement. Bon, ça ici, vous avez une assemblée d'instruments avant. Donc on part, le plus gros, c'est la contrebasse, merci. Le plus petit, c'est le violon, mais c'est le violon violoncelle, contrebasse, violoncelle, violon alto, et puis violon, voilà. Et donc le violon. Donc on passe du grave à l'aigu, ça c'est une image acoustique, plus c'est petit, plus les cordes vont vibrer à plus haute fréquence. Alors si on prend une simple photo, qu'on voit donc des gens qui bougent ici, le temps c'est typiquement les distances et le centimètre, et on voit les choses bouger à la milliseconde. Si maintenant on regarde dans un fluide des tourbillons qui se produisent, là c'est la taille des tourbillons dans un liquide, c'est 0,1 mm, et puis le temps caractéristique associé, c'est la microseconde. Alors si on descend comme ça en échelle et qu'on va voir des objets de plus en plus petits, si on regarde à l'intérieur d'une cellule, la vitesse à laquelle tout peut s'échanger, eh bien on arrive à donc la taille d'une cellule qui est donc plutôt de l'ordre de micromètres ou quelques micromètres. Et là, les échelles de temps, franchement, pour que l'information passe à travers une membrane, transmette une information le long d'un neurone, etc., là on atteint vraiment des temps qui sont de l'ordre de la nanoseconde. Si on descend plus bas, à l'échelle des grosses molécules, eh bien une grosse molécule, la forme qu'elle a, comment elle se déforme, on peut atteindre la naноseconde, mais si on regarde vraiment un mouvement individuel de chaque noyau de ces grosses molécules, eh bien on atteint cette fois-ci le domaine de la picoseconde. Alors, on peut encore descendre encore. Alors ça, c'est les domaines qui sont largement explorés aujourd'hui par tous les chercheurs. Et maintenant, les lasers avec lesquels on fait de la recherche aujourd'hui, c'est pour examiner donc des petites molécules, comment se comportent toutes ces petites molécules, comment elles se réarrangent, comment elles se réorganisent dans le cadre d'une réaction chimique, par exemple. Et là, l'échelle de temps pertinente pour observer ce déplacement est de l'ordre de la femtoseconde. Et on peut même aller encore plus loin aujourd'hui, et c'est ça qu'on cherche à faire donc avec nos lasers au CEA à Saclay, cette fois-ci, c'est d'aller prendre la photo des électrons. Alors vous allez me dire, les électrons, c'est un peu difficile à photographier. Eh bien non, ne riez pas, on peut le faire, et on l'a fait. On peut photographier ici la façon dont les électrons orbitent autour des noyaux. Seulement là, l'échelle de temps, typiquement, alors un électron pour faire le tour d'un proton, on a vu cet électron qui faisait le tour de son noyau, dans l'atome d'hydrogène, le temps pour qu'un électron fasse le tour du noyau, c'est typiquement 150 attosecondes. Alors attosecondes, je vous laisse compter les zéros, il y en a un certain nombre, donc ça fait donc 10-15. Pardon ?
10-18. Je vous remercie. Willem aurait dû faire la conférence. Alors donc, comment photographier donc des images aussi rapides? Comment photographier ça? Alors si on prend une image donc d'une personne qui bouge, vous voyez bien ici que ces talons, ils sont flous. Parce que l'image a été prise avec un temps de pause beaucoup trop long. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'appareil photo, on corrige, et donc on réduit le temps de pause. Alors donc voilà l'appareil photo, voilà donc son obturateur ici. Là, l'obturateur s'est ouvert et s'est refermé en un temps trop long. Eh bien donc on va faire un mouvement plus rapide de cet obturateur. Et ici, voilà, on obtient ainsi donc une photo nette. Donc plus le mouvement des objets qu'on souhaite photographier est rapide, plus le temps de pause doit être bref pour saisir l'instant. Alors, mais l'obturateur mécanique, je ne peux pas le faire aussi vite que je veux. Je ne peux pas le faire. Typiquement, la milliseconde, c'est à peu près le maximum de ce qu'on sache faire. Alors, plus rapide, comment faire? Eh bien, l'idée a été trouvée par Edgerton, qui a inventé donc la stroboscopie. C'est-à-dire que pour photographier un objet et un mouvement très rapide, eh bien, il ne faut surtout pas de lumière. On éteint tout et on laisse l'obturateur de l'appareil photo ouvert en permanence. Comme on est dans le noir, il n'enregistre rien. Et puis, on éclaire la scène extrêmement brièvement. Donc on fait un flash lumineux, et avec un flash lumineux, on peut rapidement descendre jusqu'à l'échelle de la microseconde. Et à l'échelle de la microseconde, on prend donc cette photo. Donc on arrive à prendre des photos extrêmement rapides. Donc ça, c'est une goutte de lait qui tombe sur une surface. Ici, une hélice avec les tourbillons, les vortex ici dans le fluide, typiquement, qui sont prises par ce genre de technique. Ou bien ici, ça c'est une balle de revolver qui traverse une banane. Bon, on a trouvé que c'était une drôle d'idée, mais enfin, bon, pourquoi pas. Bref, tout ça, c'est pour obtenir ces images-là, absolument rapides, c'est quoi? C'est un flash bref et puissant de lumière naturelle et qui suffit pour saisir l'instant. Mais je vous ai dit, donc le flash, c'est typiquement la microseconde, on a du mal à faire moins bien. Et nous, ce qu'on cherche à voir, donc, c'est les électrons autour des atomes, l'attoseconde, voir les noyaux des atomes bouger, qui est donc la femtoseconde. Et au niveau de la femtoseconde, les choses bougent. Donc ce sont les électrons, là c'est plutôt le domaine de l'atto, ou le mouvement des noyaux, la femtoseconde. Alors la femtoseconde, c'est combien? La femtoseconde, alors c'est 10-15, l'atto 10-18, cette fois-ci c'est bien écrit, je ne peux pas me tromper. Typiquement, un avion de chasse, vous savez, ça va vite. Hop. Eh bien, cet avion de chasse qui fait 600 mètres en une seconde, que vous avez à peine le temps de voir passer, en une femtoseconde, il a fait la taille d'un atome, il a fait typiquement quelques angstroms. Voilà. Pour vous donner une image spatiale de ce que c'est que la femtoseconde. Ça va vite. Donc pour ceci, on a le seul moyen que l'on a maintenant pour aller explorer ces temps extrêmement courts, saisir ces atomes qui vont faire des réactions chimiques, saisir le mouvement des électrons, eh bien il faut des lasers impulsionnels, avec pas impulsionnels comme ça à l'échelle de la seconde, mais des lasers impulsionnels à l'échelle donc de la femtoseconde. Alors en même temps, autre phénomène important, c'est que lorsqu'on éclaire très brièvement, il faut éclairer très intensément, parce qu'il faut suffisamment de lumière pour arriver à impressionner la pellicule, à récupérer le signal. Alors ça tombe bien, parce que quand on prend un laser, on va concentrer la lumière, et quand on concentre la lumière, en même temps, on va augmenter la puissance. Donc on va gagner sur les deux tableaux. Premier tableau, on va avoir un laser extrêmement bref. Deuxième tableau, on va avoir un laser extrêmement puissant pour avoir le signal. Alors si je prends une ampoule, typiquement, un joule, avec une onde qui fait typiquement pendant une seconde, ça c'est notre échelle à nous, notre échelle avec laquelle on vit. Si je fais un facteur 1000, j'obtiens un petit train d'onde là, qui fait une milliseconde, et puis si je concentre l'énergie d'un joule d'une seconde pendant ce temps-là, j'obtiens une impulsion crête qui fait donc 1 kW pendant le temps de l'impulsion. Microseconde, si je descends à la microseconde, j'obtiens donc le mégawatt. Alors le mégawatt, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec une grosse centrale solaire. Si maintenant je concentre ça au niveau de la nanoseconde, j'obtiens une impulsion laser qui va faire 1 gigawatt crête. Alors donc le gigawatt, c'est typiquement une tranche nucléaire. Si je descends à la picoseconde, maintenant j'obtiens donc le térawatt, énorme. Et si j'atteins donc l'attoseconde, les 10-18 secondes, eh bien j'atteins donc le pétawatt. Et le Soleil, toute la lumière émise par le Soleil fait typiquement 89 pétawatts. Donc ça fait à peu près 1/100 de la lumière totale émise par le Soleil, concentrée dans une seule impulsion. Donc vous voyez que cette impulsion, elle a une intensité absolument phénoménale. Alors comment obtenir ces choses-là? Eh bien, on va utiliser simplement le principe de cet amplificateur optique que vous a décrit Pascal tout à l'heure.
Donc voilà, la lumière qui passe dans un amplificateur, dans la cavité, on oscille à l'intérieur de la cavité et on extrait un faisceau laser. Donc on part de ce laser primaire, de ce laser de pompe ici qu'on vous a décrit tout à l'heure, et on va lui rajouter, on utilise donc ce faisceau lumineux qui en sort, et cette fois-ci on utilise toute une chaîne d'amplification optique où on envoie de l'énergie et on concentre ici cette énergie pour obtenir ces impulsions, et on va les concentrer temporellement pour obtenir des impulsions de plus en plus courtes, pour obtenir donc de la lumière très amplifiée et des impulsions extrêmement brèves. Alors, dans nos chaînes laser au CEA, donc on là typiquement, on est équipé donc de 4 plateformes laser, qui ont chacune leur spécificité. Une, c'est très haute intensité. Lucas, c'est plutôt de la physico-chimie que l'on fait avec. PLFA, c'est quoi PLFA? C'est taux de répétition élevé. Taux de répétition élevé, merci. Up conversions, donc c'est tout ce qui est donc femtochimie, c'est-à-dire observer vraiment la réaction chimique en temps réel. Et toutes ces plateformes-là sont aussi équipées d'optiques très raffinées qui permettent de modifier la longueur d'onde et qui permettent donc d'ajuster la longueur d'onde des lasers à la réaction chimique qu'on souhaite étudier, aux atomes que l'on souhaite observer. Alors voilà une plateforme, voilà dans quoi Pascal vit tous les jours. Il vit dans ce type de plateforme où on voit donc tout ce faisceau laser avec ses différents amplificateurs. Et autour, ça c'est vraiment ambiance laboratoire. Donc voilà la plateforme laser qui délivre des faisceaux laser. Et autour, vous avez donc toutes ces enceintes métalliques qui contiennent donc les vapeurs atomiques, qui contiennent ici des cibles solides, etc., que l'on va étudier grâce à ce faisceau laser. Donc là, c'est vraiment notre ambiance de labo telle qu'on la vit tous les jours. Alors, autre point, tu as ton laser double ? Il est à côté de Il est toi. là, oui, merci. Donc, autre point, quand on travaille autour de ces lasers-là, eh bien, il faut se protéger. Donc, tout le monde porte impérativement des lunettes, parce que les lasers, essentiellement au départ, ce sont des lasers très intenses qui sont dans l'infrarouge, donc invisibles à l'œil. Donc, on a vite fait de prendre le faisceau laser dans l'œil, on n'est pas vraiment prévenu. Et ensuite, par doublement de fréquence, on produit du vert ou même pour produire de l'ultraviolet. Alors, ces lunettes, typiquement, c'est ce genre de choses. Alors, voilà mon faisceau laser vert. J'ai un faisceau laser rouge, donc ça dépend des couleurs. Donc, si je prends alors, je crois que celle-ci, donc voilà mon faisceau rouge, je mets ma lunette devant. On voit bien qu'il n'y a strictement rien qui passe derrière, il n'y a pas de problème, je suis bien protégé. Si maintenant je prends un faisceau vert ici et que j'utilise les mêmes lunettes, eh bien c'est raté. Ce n'est pas les bonnes lunettes. Donc ces lunettes-là ne vont pas arrêter la lumière laser, donc il ne faut pas se tromper de lunettes, il faut vraiment prendre les bonnes. Et donc on en a aussi qui sont bien adaptées. Donc pour ma lumière verte, et celle-ci, vous voyez, absorbe la totalité du faisceau, on est vraiment totalement protégé, comme que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on va envoyer déjà une première impulsion laser qui va lancer le phénomène. Donc là c'est une belle molécule diatomique, je ne sais pas ce que vous voulez, de l'azote, N2 par exemple. Donc on envoie un faisceau laser dessus et ce faisceau laser va exciter la molécule et cette molécule va se mettre en vibration comme ceci. Puis, un petit temps après, on va envoyer une deuxième impulsion très intense cette fois-ci qui va prendre la photo. Donc je prends ma photo et c'est la première photo que j'ai observée. Donc j'ai observé ma molécule qui est dans cet état-là. Je recommence l'opération, un faisceau d'excitation de la molécule s'étire et j'envoie mon laser photo qui vient prendre une deuxième photo, mais avec un décalage entre les deux impulsions différents. Et cette fois-ci, je saisis l'instant où, au lieu que la molécule, les deux atomes soient près les uns des autres, cette fois-ci, la molécule a été tirée. Donc on prend la photo comme ça, et puis je recommence avec un autre, et cette fois-ci, on reprend la photo avec un autre délai, comme ça. Et en accumulant comme ça le décalage entre la première impulsion qui vient exciter la molécule et la deuxième impulsion qui vient prendre la photo, eh bien, on peut reconstituer un film du mouvement des atomes l'un par rapport à l'autre. Et donc décrire ainsi toute la réaction chimique. Donc on peut filmer le phénomène. Alors on peut le faire aussi même avec des électrons. Alors ça c'est un résultat qui date de l'année dernière au CEA Saclay. Donc vous aviez ici une molécule de N2+, et grâce avec des lasers qui sont dans le domaine attoseconde, il a pu être prise une photo ici du nuage électronique qui entoure les deux atomes. Alors ici vous avez un atome ici, vous avez un atome là, et vous avez le nuage électronique autour des deux atomes. Et on voit ici, donc c'est une molécule N2+, qui a perdu un électron, et comme elle a perdu un électron, il y a une densité qui est plus faible
qui est autour de la molécule, qui est marqué ici par ce point rouge. Donc on a photographié ici un trou d'électrons. Et ensuite, on a pris une première photo, puis une deuxième photo, 1500 attosecondes derrière. Donc 1,5 picosecondes derrière. Femto. Femto. Et 1,5 femtosecondes derrière, merci de me corriger. Et on voit que le trou, au lieu d'être de ce côté-là, est passé de l'autre côté de la molécule. Donc ici, on a pu avoir, donc on a les deux premières images d'un film où on voit le mouvement des électrons autour des atomes. Voilà, et je vais confier la parole donc à Pascal maintenant pour terminer sur sa spécialité personnelle qui sont donc les lasers de très très grande intensité. Voilà, alors Luc vous a dit tout à l'heure que je passais mon temps sur les lasers. En fait, pour être plus précis, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la lumière interagit avec la matière. Plus particulièrement, ce qui me motive, c'est d'essayer de comprendre comment la matière réagit face à une perturbation lumineuse extrêmement rapide, puisqu'on est dans des domaines temporels qu'a mentionné Luc tout à l'heure, la femtoseconde, l'attoseconde, et en même temps extrêmement intense. Vous avez vu les ordres de grandeur en termes de puissance. Donc typiquement, on s'intéresse à comment une matière, une cible solide par exemple, quelconque, se comporte lorsqu'on va lui envoyer un faisceau laser extrêmement bref, extrêmement intense. Alors, il y a tout un tas de phénomènes qui peuvent se développer et tout un tas de questions qui correspondent. Par exemple, est-ce que la matière va absorber le laser? Est-ce que la matière va s'échauffer? Si c'est le cas, quelle température va-t-elle atteindre? Est-ce que la matière va supporter l'afflux d'énergie lumineuse ou est-ce qu'elle va être détruite? Et si elle est détruite, comment partent ces fragments? Et donc, notre métier, c'est de répondre à ces questions qui sont extrêmement fondamentales pour approfondir nos connaissances dans la matière, dans le domaine. Alors, on fait de la recherche fondamentale. En même temps, bien entendu, on fait partie de la société et on essaye également de promouvoir les applications des recherches fondamentales que l'on mène, et notamment des applications qui sont d'intérêt pour la société. Alors, je reviens sur le cas particulier que j'ai indiqué tout à l'heure, un faisceau laser qui vient se focaliser sur une petite cible solide. Bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un plasma. Alors un plasma, c'est un milieu qui est extrêmement courant dans l'univers. C'est un mélange d'électrons et d'ions, mais les électrons ne gravitent plus autour des ions, ils évoluent relativement librement. Le faisceau laser va donc créer un plasma, il va le chauffer, et ensuite tout ça va exploser et accélérer des particules. Alors si je reprends l'image de la vague et du tsunami, on étudie des cas qui correspondent réellement au cas du tsunami, c'est-à-dire le cas où la matière va recevoir une vague dans des temps très très courts, de telle sorte que la matière n'a pas le temps de s'adapter. La situation est très différente avec celle de l'évolution de la marée, par exemple. Pour des mêmes hauteurs de variation de niveau d'eau, lorsque la variation se fait lentement, eh bien, la matière a le temps de réagir et de s'adapter. Et finalement, notre quotidien nous montre qu'effectivement, l'effet de la marée n'est absolument pas le même que celui du tsunami, même pour des variations de hauteur d'eau qui sont tout à fait comparables. Et c'est exactement la même chose pour le cas des lasers et de la matière. On a des réactions complètement différentes si de l'énergie à même niveau est délivrée de façon continue et lente à la matière, ou si un énorme paquet d'ondes lumineuses, une énergie, une puissance phénoménale, arrive sur la matière en même temps, sans qu'elle ait le temps de réagir. Alors, pour être plus précis en termes de puissance, Luc l'a évoqué tout à l'heure, on travaille avec des installations qui ont une centaine de térawatts, donc 10 puissance 14 watts, 1,14,0. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cet hiver, les pics de consommation électrique en France cette année, c'était seulement 100 gigawatts, donc 1000 fois inférieur à la puissance que délivre notre laser. En fait, c'est un laser qui délivre 5 fois plus que la capacité de production mondiale de puissance électrique. Alors, on va ensuite focaliser ce faisceau laser pour obtenir les éclairements les plus élevés possibles. Alors, on le focalise tout à fait comme on le ferait avec un four solaire, avec une parabole, avec l'objectif de concentrer nos faisceaux laser sur des surfaces les plus petites possibles. Alors, plus petit possible, ça veut dire quoi? Typiquement, nos lasers,
ils ont un diamètre d'une dizaine de centimètres au départ, et on va les focaliser sur des surfaces d'1 micron, c'est-à-dire un trentième typiquement du diamètre d'un cheveu. Et grâce à ça, on atteint des éclairements qui sont absolument fascinants. C'est le plus gros chiffre que vous entendrez ce soir, il est absolument extraordinaire. 10 puissance 20 watts par centimètre carré. Et ça correspond à la totalité de l'éclairement du Soleil que vous focaliseriez sur une surface de 10 mètres. C'est absolument extraordinaire. Par rapport à l'éclairement qui règne du Soleil, c'est 16 ordres de grandeur au-dessus de l'éclairement qui règne à la surface du Soleil. Donc la matière va être extrêmement perturbée. Alors vous imaginez notre faisceau laser de la matière ici. Donc si on zoome, voilà notre faisceau laser. J'ai représenté de la matière à l'échelle microscopique, ici, une collection d'atomes, un peu comme dans notre milieu amplificateur tout à l'heure. Donc le faisceau laser va arriver sur la matière, et comme on l'a vu, notre faisceau laser, c'est une onde électromagnétique, et donc elle va avoir pour effet de mettre en mouvement les particules chargées dans la matière, et ici, principalement, les électrons. Donc la lumière va mettre en mouvement les électrons, va les éloigner de leur ion parent. Ces électrons vont venir à leur tour entrer en collision avec les atomes voisins, ils vont donc les agiter, cela va contribuer à élever la température des milieux. Tout cela va s'associer avec l'émission de rayonnement et de particules. Et au bout d'un moment, les électrons vont quitter la matière, vont être violemment accélérés. Et comme également on l'a vu tout à l'heure, eh bien, les particules de charge opposée, elles s'attirent. Et donc ces électrons vont attirer les ions qui, à leur tour, vont être accélérés, et tout ça à des vitesses qui sont extrêmement proches de celles de la lumière. Alors quand des particules atteignent la vitesse de la lumière, on parle de mécanique relativiste, et c'est une mécanique qui a été inventée par Albert Einstein, qui, vous voyez, était au début de ce parcours. Hein. Il a largement contribué finalement à la naissance du laser, puisque c'est lui qui a imaginé le processus d'émission stimulée. Et puis on le trouve également tout à la fin de l'histoire, avec la dynamique relativiste des particules qui sont aujourd'hui générées par des lasers. Voilà donc les lasers sur lesquels je travaille constituent finalement des espèces de micro-accélérateurs de particules qui génèrent des particules rapides, et tout ça sur quelques microns seulement, et avec des vitesses qui sont considérables, qui sont très très proches de celles de la lumière. Alors ces particules, à leur tour, elles nous renseignent sur la mécanique de l'interaction entre le laser et la matière, mais en même temps, on essaie de les valoriser pour adresser des problèmes qui concernent la société. En particulier, on est investi dans des programmes qui visent à étudier si les particules issues de laser pourraient un jour traiter un certain nombre de cancers qui sont difficiles à atteindre par d'autres moyens que par des particules rapides. Voilà, je crois que je vais conclure. Donc, on a essayé de vous montrer ce qu'est un laser, à quoi ils servent aujourd'hui. On vous a présenté un petit aperçu des lasers qui font notre quotidien, qu'on utilise dans nos unités de recherche fondamentale au CEA. Alors, Luc a dit que c'était déjà ancien, mais 50 ans pour beaucoup, c'est jeune. C'est une technologie qui, en réalité, a encore beaucoup d'avenir devant elle, avec des applications futures, certainement encore bien au-delà de celles qu'on connaît aujourd'hui, avec de la production d'énergie, pourquoi pas, avec des applications dans les technologies pour la santé. Et on est très très bien armé en France pour répondre à ces défis, et notamment sur le plateau de Saclay, où les acteurs majeurs se rassemblent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a une question. Comment ça se fait que le faisceau laser s'agrandisse au fur et à mesure de la distance ?
Alors c'est complètement une propriété de la cavité, mais c'est une propriété de la lumière, c'est ce qu'on appelle la diffraction, donc on ne peut pas complètement empêcher le fait que la lumière augmente son diamètre au cours de la propagation. On peut simplement le limiter, c'est ce que font les lasers, mais on ne peut pas complètement empêcher l'augmentation du diamètre. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit au tout début, quand c'était sur la partie sur la Lune, qu'il était peut-être un tout petit peu dévié, enfin il était presque pas dévié. Et alors qu'au début vous disiez qu'il bougeait pas, qu'il allait tout droit, et il y avait un moment juste où vous avez dit qu'il... Pour mesurer la distance Terre-Lune, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que comme ça a été souligné, la propagation, bon, elle est rectiligne bien entendu, c'est même ce qui définit la métrique de l'univers, mais en revanche le faisceau diverge légèrement. Ça dépend beaucoup des lasers. Il y a des lasers qui divergent très très peu et d'autres qui divergent beaucoup. En général, plus le laser est petit, plus il va diverger. Donc si on construit des très très gros lasers, ils vont très très peu diverger. On arrive à faire des lasers qui ont vraiment de très très faibles divergences. Pour ça, il faut qu'ils soient relativement longs. C'était ça la question? C'était des diamètres. Donc la divergence, oui. Pourquoi on avait une tâche de 7 km arrivée sur la Lune, c'est ça? Un peu dévié? Non, ils vont tout droit. Alors dans le vide, la lumière, elle se propage par définition. La ligne droite dans l'univers, elle est définie par la direction de la lumière dans le vide. Ceci dit, dans un milieu qui n'est pas le vide, la lumière est déviée. C'est le cas qu'on observe avec les mirages, par exemple. On voit les mirages, ça crée une distorsion de la propagation de la lumière, et donc on peut avoir des phénomènes de réfraction qui induisent des propagations de la lumière différents de ceux qu'on a dans le vide. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, en fait, vous n'êtes pas tellement revenu sur comment on fait pour avoir une lumière qui a toujours la même longueur d'onde. Parce qu'en fait, finalement, d'où dans la vie normale, c'est ce que vous avez expliqué au début, il y a toutes les longueurs d'onde dans ce qu'on voit. Oui. Et finalement, dans le laser, ce que vous expliquez, à la base, c'est qu'il faut partir sur une longueur d'onde qui est toujours la même. Et vous ne nous avez pas du tout dit comment vous faites pour créer ça. C'est le processus d'émission stimulée qui fait que toutes les ondes générées sont identiques aux ondes incidentes. Donc, dans le processus d'amplification, il y a deux phénomènes qui rentrent en compétition. L'émission spontanée, qui, elle, va conduire à la génération de rayonnements à des longueurs d'onde relativement variées, et puis le processus d'émission stimulée, qui, lui, privilégie la longueur d'onde incidente dans le milieu amplificateur. Alors si je peux compléter si vous la avez réponse. compris l'émission stimulée, c'est-à-dire l'émission stimulée à ce site particulier, que la longueur d'onde qui est émise est exactement égale à la longueur d'onde incidente. Alors, au premier départ, là, j'ai rallumé le laser, là, Pascal. Comme j'ai rallumé le laser, donc ce laser ici, dans cette cavité, on a mis un gaz bien précis qui sont un mélange d'hélium, qui est un gaz tampon, et du néon. Ce mélange d'hélium-néon, c'est ça qui produit au départ cette lumière rouge que vous avez là. Et pourquoi c'est rouge? C'est rouge parce que c'est du néon, parce qu'on a choisi vraiment un atome bien spécifique. Et donc, on va exciter une transition. Les électrons qui orbitent autour du noyau, ils vont passer d'un état excité vers un état fondamental à une longueur d'onde bien précise. Et donc, c'est cette longueur d'onde bien précise, ici, qui va être finalement amplifiée. Donc ici, le choix de la couleur, ici, c'est la couleur liée à une transition bien particulière des électrons autour du noyau qui sont liés aux atomes de néon. Si je remplace mon gaz ici qui est du néon par un autre gaz, j'obtiendrai une autre couleur, du bleu, du vert, du jaune, mais là le rouge est intrinsèquement lié au fait que j'ai mis du néon dans la cavité. J'avais une question. Pour qu'il y ait plus d'énergie, il faudrait arriver dans les rayons X. Oui. Et en fait, on ne peut pas le faire, peut-être parce que, je me demandais si c'était ça, peut-être parce que justement les niveaux d'énergie, on n'a pas d'atomes qui ont des niveaux d'énergie dans les rayons X, parce que ce serait un intérêt, comme ça on aurait plus d'énergie pour Alors, c'était tout à fait l'objectif de la guerre des étoiles, c'était de faire des lasers dans le domaine X. Alors, effectivement, il est très difficile d'avoir des transitions X dans les atomes. Par contre, dans les ions, il y en a. Donc, on fait des lasers X aujourd'hui, on fait des lasers dans le domaine X. là on peut avoir plus
Il y a plus d'énergie, c'est-à-dire chaque photon véhicule plus d'énergie, mais globalement, l'énergie moyenne est beaucoup plus faible. Et dans les gamma, est-ce qu'il y a des transitions Alors, il n'y a pas de laser gamma encore, parce que plus on va vers les X et les gamma, moins il y a d'émissions stimulées par rapport à l'émission spontanée. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé par observer des masers, parce qu'on a un rapport émission stimulée sur émission spontanée qui est beaucoup plus favorable vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire les petites énergies. Donc on n'a pas réussi encore à faire de laser gamma, mais il y a un certain nombre de recherches qui sont menées en ce moment, parce qu'il y aura beaucoup d'applications en physique nucléaire en particulier, ou également en imagerie médicale. Oui, bonsoir. Donc j'ai bien compris que la lumière incidente était liée à la longueur d'onde entre deux transitions. Mais pourquoi on n'a pas des lasers jaunes On a des lasers Ah de oui toutes les couleurs. D'accord. Mm. Mais les principaux qu'on voit, c'est des rouges et des verts. Les plus courants, c'est rouge et vert. Les plus courants, c'est rouge et vert, c'est-à-dire que ce sont les moins chers et les plus efficaces. D'accord. Mais on peut faire des lasers absolument toutes les couleurs, du micro-ondes jusqu'à l'X. Et donc celui-là, hélium-néon. Donc Ouais. en fait, c'est les niveaux de transition du néon. Et l'hélium sert à faire... C'est un gaz tampon. Enfin bon, là, Il y a le une mécanisme. excitation, il y a peu un gaz compliqué. qui est excité, il y a un des composants qui est excité par la décharge électrique et qui, par collision, va exciter son petit voisin. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au laser de haute puissance. Donc, vous nous avez expliqué qu'effectivement, il y avait seulement à peu près 10%, voire moins, du faisceau qui sortait de la cavité. Donc, quel matériau vous utilisez pour arriver à concentrer de telle puissance sans que les miroirs partent en fumée, si j'ose dire? Alors, c'est vrai que ce sont des lasers qui sont tout à fait en limite de rupture. Hein. Alors, la première chose qu'on fait pour éviter de tout pulvériser sur leur passage, c'est de dilater leur diamètre. Et comme ça, on baisse la densité de puissance. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des faisceaux qui sont relativement gros, qui font une dizaine de centimètres de diamètre. Voilà. Et toutes les optiques, alors ces faisceaux laser ne peuvent pas se propager dans l'air parce qu'ils sont beaucoup trop puissants, il ferait exploser l'air lui-même. Donc, ils sont propagés sous vide. Et ils sont réfléchis que par des miroirs qui sont vraiment spécialement conçus et qui sont en limite de rupture. Et ces faisceaux ne peuvent traverser aucun matériau, tout se passe par réflexion sur des miroirs. Même chose pour l'effet lentille, vous pouvez montrer une concentration de votre faisceau. Oui, en fait, c'est focalisé par des morceaux de miroirs de télescope, par réflexion. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez réussi à faire fusionner des atomes à partir de lasers. Pourquoi aujourd'hui on ne l'utilise pas encore dans l'industrie du nucléaire? Ah ben, le problème, c'est pas tellement de faire de la fusion, c'est de récupérer plus d'énergie qu'on en a injecté. Et ça, c'est un réel défi. Alors, autre réponse aussi, c'est que le laser, donc mégajoule du CESTA, pour produire cette énergie pendant un temps extrêmement court, on va accumuler l'énergie dans tout un tas de capacités de façon électrique, dans tout un tas de capacités pendant un temps relativement long, ça dure pratiquement 24 heures, et on décharge l'ensemble de cette énergie en un temps très court. Donc on va faire un événement de fusion, on va en faire un par jour, on va faire 1 tir, 2 tirs par jour, grand maximum. Donc on n'est pas prêt Par mois. Et ceci par mois. Oui, par mois. Bon. Par mois, oui. Donc on n'est pas prêt de faire de l'énergie avec ça. Par contre, pour étudier les réactions de fusion, comment se produisent les réactions de fusion, pour étudier tous ces mécanismes de la physique nucléaire, là par contre c'est extrêmement intéressant. Et puis pour la fusion aujourd'hui, le CEA est lancé dans le grand projet ITER, qui est donc une fusion plasma qui est installée à Cadarache. C'est plutôt la voie qui est privilégiée aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle la voie de confinement inertiel, qui consiste donc à confiner ce deutérium et ce tritium pour produire cette réaction de fusion. Donc on a plutôt privilégié cette voie-là aujourd'hui. Le laser a 50 ans, a eu 50 ans en 2010. C'est-à-dire que ça fait 1960, 60. Oui.
Je me souviens avoir vu un pointeur laser qu'on m'avait essayé de vendre pour un chantier de fabrication sur des grandes distances. On m'avait fait une démonstration dans le parking d'Haussmann. Je me souviens, c'était en 65. Et je me dis, la rapidité avec laquelle on a trouvé des applications. Et la question, les fibres optiques avec le laser, les premiers câbles fibres optiques transatlantiques datent de quand? Il me semble que c'est assez ancien. Là c'est la colle. Hein. On n'est pas spécialiste de fibre optique ni l'un ni l'autre. Alors donc, voyons voir les fibres optiques. Il n'y a pas de fibres optiques sans laser. Ah non, la fibre optique, c'est la fibre en verre de silice, la fibre en silice qui va vous transporter la lumière. Vous pouvez mettre de la lumière incohérente à l'entrée, il n'y a pas de problème. Simplement que, bon, vous savez, vous irez moins loin, elle sera plus absorbée, etc. Vous serez moins performant. Les fibres optiques, personnellement, moi j'en ai utilisé au début des années 70. Donc ça existait. Moi, la première fibre optique que j'ai croisée, c'était en 1977. En 1977, j'avais une fibre optique sur ma manip. Mais dans le cas où moi je les utilisais, ça transportait de la lumière normale, enfin de la lumière, pas de la lumière là de laser. Alors celle-là, je pense que c'est les années 80, mais pas la suivante. Ce qui est vrai, c'est que les applications se sont développées extrêmement vite. Les progrès technologiques ont été extrêmement spectaculaires. Mais tout ça, en général, n'est absolument pas visible. Le grand public n'y prête absolument pas attention. Et pour une raison toute simple, c'est que les lasers sont dangereux pour les yeux. Et donc, tous les lasers sont cachés. Ils sont cachés dans les lecteurs de CD, de DVD, de Blu-ray. Ils sont cachés pour les télécommunications. Ils sont cachés dans les télémètres. En général, c'est des longueurs d'onde pour lesquelles l'œil ne perçoit pas le rayonnement et pour lesquelles il n'est pas dangereux. Donc, dans la plupart des applications, les lasers sont cachés et donc on ne se rend pas compte à quel point ils ont diffusé dans la société. Sauf celui du supermarché. Oui. D'autres questions? Bonsoir. Il me semblait que pour les fibres laser, on était obligé régulièrement de mettre des répéteurs. Ouais. Oui, effectivement, la distance, il y a quand même de l'absorption dans les fibres. Donc régulièrement, on est obligé de mettre un amplificateur. On détecte le rayonnement, on l'amplifie, on le réinjecte. Effectivement. Et sur la Lune, vous disiez qu'il y avait 7 km de diamètre pour le laser. Et sur Terre, il part à combien de... Alors, non, l'expérience que je vous ai décrite... C'est assez simple. Vas-y, bon, je t'en... Vas-y, si tu sais. Il fait la même chose. Il fait la même chose, ouais. Parce que le réflecteur est tout petit. Donc, s'il a divergé de 7 km à l'aller, il va faire à peu près la même chose au retour. Je pense que le faisceau faisait 7,5 km sur Terre également au retour. Et au départ? Au départ, c'était un petit laser de quelques centimètres de diamètre. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des lasers à colorant? Vous n'avez pas trop parlé des milieux dans lesquels le phénomène laser apparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les milieux laser, ce sont essentiellement des milieux solides, puisque c'est dans un solide qu'on trouve la densité d'émetteurs la plus élevée. Donc ça, c'est un milieu amplificateur solide, par exemple. Et aujourd'hui, il n'y a plus de laser incolorant. C'était des lasers liquides qui étaient difficiles à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité des lasers sont des lasers à solide, avec des cristaux notamment de saphir dopés au titane, pour ce qui est des impulsions courtes, ou des lasers à diode. Il y a quelques lasers pour la découpe qui sont des lasers à gaz, des lasers CO2, mais qui sont de plus en plus remplacés par des lasers en verre, vraiment avec des verres de ce type-là. Il y a quelques lasers chimiques, notamment aéroportés, qui fonctionnent avec des réactions chimiques. Les lasers dans le domaine X font appel à des plasmas, mais c'est des lasers un petit peu, quand même, un petit peu particuliers.
La plupart des lasers qu'on rencontre dans la vie courante sont des lasers issus de matériaux solides. Plus de questions, si? Non? On en reste là? Bon, merci Luc et Pascal. Pour ceux...